Alors, on va commencer par un premier exercice concernant la pince ampère métrique. Cet exercice fait intervenir des choses qui sont très classiques. C'est un exercice vraiment très classique qu'il faut maîtriser sur le sujet, puisque si vous regardez l'ensemble des exercices, l'exercice 2 c'est de nouveau une pince ampère métrique, l'exercice 4 de la fiche de TD c'est encore une pince ampère métrique, bref. À chaque fois, on regarde des choses légèrement différentes, mais l'esprit et ce qu'il va falloir démontrer reste à peu près la même. Donc la première question va être de déterminer d'un point de vue géométrique le nombre de spires qu'on peut penser à avoir là-dessus. Il n'y a rien à voir avec de l'induction, c'est de la pure géométrie. La deuxième question, là, il va falloir déterminer un flux, donc utiliser les premiers chapitres d'induction. La troisième question, la loi de Faraday à partir de ce flux qui va nous permettre de trouver le courant qui va être induit à l'intérieur du système. Et finalement, déduire qu'une mesure de tension aux bornes de la pince ampère métrique va nous permettre de déterminer le courant qui passe au travers d'un fil. Donc si on refait rapidement le système, pour la réponse à la question 1, il va nous falloir une vue du dessus. Donc vous avez votre fil qui est parcouru par le courant I de T, et là c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ici c'est l'aspect, j'ai le tore de section carrée qui est autour de ce fil là, et on s'intéresse au nombre de spires qu'on va pouvoir mettre. Et donc les nombres de spires, c'est simplement les fils qui vont être jointifs comme ça. Et puis si vous regardez, hop, il y en a un autre là, hop, etc. Donc vous devez faire des spires qui vont être jointives à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, parce que le rayon extérieur est plus élevé que le rayon intérieur. Et donc pour obtenir l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire le nombre n de spires, le nombre n de spires, il vérifie simplement que n fois le diamètre de la spire, ça va être le périmètre qui se situe à ce niveau-là, au niveau des contacts. Et ce périmètre au niveau des contacts, étant donné que d'après l'énoncé, vous avez un rayon intérieur R1, un rayon extérieur R2, comme ça. Donc le rayon qui nous intéresse ici, il est en R1 moins D sur 2, donc ça va être 2π multiplié par R1 moins D sur 2. Et donc le nombre de spires, il suffit de diviser par le diamètre en question de vos spires, c'est n2π sur d, facteur de R1 moins d sur 2. Donc on a une expression explicite du nombre de spires qu'on est capable de mettre à condition de les mettre les unes à côté des autres. Il faut imaginer que c'est par exemple des spires assez épaisses, qu'on ne puisse pas les superposer les unes aux autres sans que ça change ça. Alors, vous pouvez très bien, si vous supposez que R1 est très supérieur par rapport à D sur 2, négliger cette petite partie-là et obtenir cette expression. Bon, la deuxième question, il s'agit de calculer le flux du champ magnétique. Donc pour ça, on va faire une vue de face. Et dans la vue de face, vous avez le fameux fil parcouru par le courant I de T. Et à une distance R1, vous avez la section du tore jusqu'à une distance R2. Et puis ça marche de la même manière de l'autre côté, mais on va regarder juste un, et puis après on multipliera par le nombre de spires pour avoir le flux au travers des grands n spires que l'on a à disposition. Donc le I de T, c'est du Im cosinus oméga T, ça nous servira après pour la loi de Faraday, pour savoir qu'est-ce qui varie. On vous dit que la hauteur ici, c'est une hauteur petit h, et les sections rectangulaires, on va de R1 à R2, donc on va connaître cette distance-là qui sera R2 moins R1. Pour calculer le flux du champ magnétique qui est créé par le fil, le champ magnétique créé par le fil, je vous ai dit que c'était quelque chose qu'il était bon de retenir, que vous démontrerez l'an prochain, mais qu'il est bon de retenir. Ça va être du mu0 I sur 2πr, c'est assez facile, ça demande le périmètre du cercle à l'endroit où je me place, selon le vecteur Eθ. Le vecteur Eθ, il est planté ici dans votre feuille.
Donc vous avez le champ magnétique qui va comme ça être planté, pouf, dans la vue de face. Ou alors, si je me place à un endroit ici, le champ magnétique par exemple créé par le fil va être à cet endroit-là, dans cette direction-là. Bon, pour calculer le flux, vous savez que le flux s'écrit comme l'intégrale de B scalaire ds avec tous les petits éléments de surface que je vais pouvoir prendre là-dedans. Alors, de sorte, on vous donne aucune indication sur l'orientation, quoique si je regarde un petit peu plus particulièrement le dessin, on voit que le courant monte par là et ensuite va par ici, ça veut dire qu'il est orienté dans ce sens-là. Donc s'il est orienté dans ce sens-là, le vecteur surface, globalement, il va sortir dans l'autre sens. Donc on va avoir, il va être selon moins Eθ. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que comme ce champ magnétique, il dépend ici de R, je vais devoir me placer avec des parties à R constante, de manière à pouvoir calculer relativement facilement ce flux. Donc si je me place à un R constant, ici, le champ magnétique est uniforme sur toute cette zone-là, et donc il va me suffire d'intégrer de petit r qui vaut R1 jusqu'à R2, du produit scalaire, du vecteur surface associé à cette surface grisée, hachurée, et du champ magnétique. Alors comme le vecteur surface sort, je vais avoir un moins au niveau du produit scalaire. La norme c'est mu0i sur 2πr et la surface, la petite épaisseur ici c'est dr, donc je me retrouve avec une surface qui vaut h fois dr. Donc là vous avez votre expression du flux sous forme intégrale. Tout ce qui est constant par rapport à r qui ne dépend pas de r, donc le mu0, le i, le 2π, le h peut sortir, donc je me retrouve avec du moins mu0i sur 2πh. Et maintenant, j'ai l'intégrale de R1 à R2 de dr sur R. Et ça se primitive en ln de R. Et donc, je me retrouve avec moins mu0i h sur 2π. ln de l'arrivée, c'est-à-dire R2, divisé par le départ, parce que c'est ln de R2 moins ln de R1. Et donc, ln du rapport des deux, qui va me donner l'expression du flux qui était cherché par cette question numéro 2 pour avoir le flux au travers d'une spire. Hein, ça, c'est le flux au travers d'une spire. Donc, on va peut-être mettre un petit phi plutôt, hop, pour avoir le flux au travers d'une spire de votre solénoïde. Maintenant, il s'agit de prouver qu'il y a une force électromotrice induite dans la bobine. Ça, c'est relativement facile. Je vais appliquer la loi de Faraday. Faraday, il me dit quoi? Il me dit que la force électromotrice, c'est moins dφ sur dt, où phi, c'est le flux total. Donc, c'est moins n fois la dérivée du flux au travers d'une seule spire. Et là-dedans, la seule chose qui dépend du temps, ici, c'est le courant. On verra des exemples plus tard où parfois ce sera aussi la géométrie qui peut changer. À la limite, si on regarde le mouvement de notre système. Mais là, la seule chose qui change, c'est le courant. Donc si j'écris l'expression, le moins avec le moins qui est là, ça me fait un plus. Donc j'ai du mu0 h sur 2π ln de R2 sur R1, ça c'est toutes les parties constantes, fois la dérivée du courant, et la dérivée du courant, le courant étant un cosinus, quand je le dérive, j'ai du im oméga sinus oméga t avec le moins qui correspond à la dérivée du cosinus. Bon, donc on a une force électromotrice qui apparaît dans notre système, et qui a une expression qui dépend du courant qui va être utilisé. Alors, petite question pratique, on vous dit que la pince ampère-métrique est en fait dans une bobine qui est enroulée sur un matériau ferromagnétique qui est de perméabilité mu
plutôt que de perméabilité mu0, en d'autres termes, c'est pas du vide. Si on prend la force électromotrice avec ce mu en question, il suffit de remplacer le mu0 qui est là par du mu, donc je me retrouve avec du mu h sur 2pi ln de R2 sur R1, je vais mettre le moins en facteur, j'ai Im oméga sinus oméga t. On vous demande la valeur efficace. La valeur efficace, comme j'ai un signal qui est sinusoïdal, la valeur efficace, c'est rien d'autre que l'amplitude, ce qui est la valeur absolue de ce qui est devant, divisé par racine de 2. Donc ça va être mu h sur 2 pi racine de 2, ln de R2 sur R1, Im oméga, ou alors j'aurais aussi pu l'écrire en faisant apparaître le i efficace, mu h sur 2 pi ln de R2 sur R1, i efficace, fois oméga. Donc, en quoi est-ce que ce système vous permet effectivement de mesurer un courant au travers d'un fil? Donc, vous avez un fil électrique qui arrive comme ça, puis vous avez votre pince, et avec votre pince, vous allez enserrer le fil. Alors, la bobine n'a pas besoin, ou alors peut avoir des connecteurs électriques qui fait, quand elle est ouverte, elle n'est pas fermée, mais quand vous la rabattez, automatiquement le contact électrique va se faire ici et va pouvoir permettre aux différentes spires de se connecter entre elles et de continuer la bobine. Donc là, ça c'est un des premiers intérêts de ces pinces ampermétriques, c'est de pouvoir les mettre en place sans changer mon courant, sans changer mon circuit, sans avoir à arrêter ma machine. Donc je peux vérifier le courant qui circule dans ma machine sans avoir à l'arrêter. Deuxième chose, alors je peux choisir la géométrie. Vous voyez que pour que ce Ln soit suffisamment important, il faut quand même que la différence entre R1 et R2 soit grande. Donc que R2 soit plus grand que R1 et relativement pas mal plus grand que R1. Ça, c'est un inconvénient parce que ça veut dire que votre bobine va être relativement large. Donc, c'est difficile si vous avez un fil qui est collé au mur, ça va être difficile de passer autour. Après, si vous avez prévu un fil relativement éloigné du mur, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque vous avez, en règle générale, vous allez éviter de vouloir avoir des contacts électriques non voulus avec un mur, ou au contraire, si le fil a tendance à chauffer, pas que le mur se mette à chauffer et se mette à brûler lui aussi, si vous avez par exemple du papier peint qui est accroché, donc à voir en fonction de votre système, mais c'est plutôt un inconvénient. Vous avez besoin, le système prend plutôt de la place pour que ce facteur-là ne soit pas trop négligeable et vous donne quelque chose de relativement faible, puisque ce que vous allez mesurer, c'est la valeur de la tension, et vous voulez une tension la plus grande possible. Donc ça va être d'autant plus efficace que le courant est important aussi, donc ça va mesurer quelques milliampères qui se baladent, en règle générale ça va être difficile. Et aussi il faut quand même, ça c'est un des inconvénients, il faut que votre système soit sinusoïdal. Si vous avez une machine à courant continu, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne vous donnera pas de valeur de courant, et donc il va falloir plutôt privilégier des systèmes pour lesquels la pulsation et donc la fréquence d'oscillation va être plutôt importante. Ok, alors ça c'est pour l'exercice 1. Ensuite, l'exercice 6, c'est pour le signe de l'inductance propre. Donc cet exercice est une partie de ce qu'on a fait en cours. On va simplement essayer de le refaire. J'espère que vous avez essayé de le traiter sans avoir regardé votre cours, puisque la réponse est directement donnée à l'intérieur. Donc, supposons que j'ai un contour, comme ça, qui passe légèrement vers vous, donc qui viennent vers l'avant ici. J'ai un contour C et on choisit de l'orienter. Allez hop, je vais l'orienter par exemple dans ce sens-là. Alors dans ce sens-là, ça veut dire que ça tourne ici. Et donc le vecteur surface qui serait associé à ce contour va avoir tendance à aller vers le bas. Hop. Bon, alors, première question, donc donner le vecteur unitaire orientant. Alors là, j'ai carrément mis le vecteur surface. On peut mettre un petit n et puis dire que la norme est 1. Pareil. Donc, première question, trouver l'orientation du vecteur surface qui s'appuie sur ce contour. Ok, ça c'est fait. Deuxième question, en supposant que le courant I qui est là et qui a orienté mon vecteur surface soit positif.
dans quel sens va se retrouver le champ magnétique? La règle de la main droite nous dit aussi que le champ magnétique va être collinaire au vecteur surface. Alors, il ne va pas être uniforme partout sur votre système, mais en tout cas, ce que vous savez, c'est que les deux pointent dans la même direction. Donc, quand vous prenez un produit scalaire, le produit scalaire sera positif. Donc, si je regarde le flux qui va être l'intégrale des B scalaire ds partout sur le vecteur surface, si votre ds, vous l'écrivez dsn avec n, le vecteur unitaire qui va bien dans ce sens-là, vous voyez que je me retrouve avec l'intégrale des B scalaire n ds, et ce truc-là, c'est positif. Et étant donné que c'est positif, ça veut dire que l'ensemble de mon flux va être aussi positif, parce que je vais sommer des petites surfaces en faisant attention de les prendre dans le sens positif, et l'ensemble de mon flux va effectivement être positif. Or, ce flux, par définition, de l'inductance propre, comme c'est le flux du champ magnétique propre de votre système, donc BP, que je rajoute ici, ce flux propre, ça doit être LI. Or, le I, il est positif, donc quand je multiplie un positif avec autre chose pour obtenir un positif, ça m'impose forcément que L doit être positif. Donc là, j'ai déjà le premier élément et la première partie de démonstration. Maintenant, je vais reprendre le même contour. Et dans ce contour-là, je vais l'orienter de la même manière et donc avoir de la même manière le vecteur n qui va aller vers le bas puisque ça me donne une orientation dans ce sens-là. Ok, bon. Sauf que maintenant, on suppose I négatif. Et si I est négatif, ça veut dire qu'en fait, I se déplace dans ce sens-là. Ce qui veut dire que le champ magnétique créé va être à l'opposé. Le V propre, hop, il va être comme ça. Donc quand je calcule le flux propre en tant que flux du champ propre au travers de ds, le vecteur surface élémentaire qui va se balader un petit peu partout ici. Quand je fais ça, je me retrouve avec la double intégrale de BP scalaire n. Or, comme BP va vers le haut et n va vers le bas, cette double intégrale-là, enfin l'intégrande, plus exactement ici, va être négatif. Ce qui veut dire que l'ensemble de l'intégrale va être négatif, puisque de nouveau on prend toujours les bonnes bornes pour sommer des surfaces qui sont bien positives. Et de l'autre côté, j'ai un LI, par définition de l'inductance propre, en ayant supposé ce I négatif. Et pour avoir ce I négatif, quelque chose fois un négatif qui donne un négatif, forcément, ça m'impose que l'inductance propre est positive, ce qu'il fallait effectivement démontrer ici. Ok, alors, ça me donne la réponse à l'exercice 6. Alors, dans l'exercice 9, on essaye de calculer une inductance mutuelle dans un cas un peu particulier qui va être une inductance mutuelle dans un fil et une bobine qui est plate. Donc je le dessine comme ça en vue de profil, qui est plate. Donc toutes les spires sont dans le même plan, mais qui est comme ça disposé dans votre système. Bon, là, ils sont suffisamment gentils pour vous rappeler l'expression du champ magnétique du fil, qui vaut mu0 I sur 2pi R selon Eθ, avec le I de t qui est ici. Donc la question qu'on se pose, c'est de déterminer, alors au niveau des notations, vous avez R ici on est en R plus 1 parce qu'ils ont pris une spire, une bobine plate de forme carrée et de côté A, donc j'ai A et A,
Et je veux déterminer la force électromotrice en utilisant la loi de Faraday et le coefficient d'inductance mutuel entre le fil et la bobine. Bah, pour avoir le coefficient d'inductance mutuel, finalement, le flux du fil au travers de la bobine va être égal justement au coefficient d'inductance mutuelle multiplié par le courant qui traverse le fil, c'est-à-dire en fait le I qu'ils ont installé ici. Donc ce coefficient d'inductance mutuelle, il va être gratuit une fois que j'aurai déterminé ce flux. Alors je ne vais pas m'amuser à refaire le calcul puisque là vous voyez que c'est exactement la même situation. Donc le résultat va être le même. Je vais découper ma spire ici en plusieurs petites bandes qui sont à distance donnée mais fixes, au travers duquel le champ magnétique est uniforme et donc le flux s'écrit simplement B fois le vecteur surface. Donc selon le sens que je décide de donner à mon système, je vais le faire exactement de la même manière que avant. Donc avec cette orientation là, on a montré que en adaptant un petit peu les expressions, donc j'ai du moins mu0 i sur 2pi fois la hauteur h qui ici vaut a, et je fais l'intégrale de grand R à grand R plus a ddr sur R, voilà, et en ayant ça, j'ai du moins mu0 a sur 2pi ln de 1 plus a sur R fois i. Bon, et là, ça c'est le flux au travers d'une spire, du fil au travers de la bobine, et si je veux le flux au travers de toutes les spires, il suffit encore que je multiplie par le nombre n de spires, et vous voyez que ça s'écrit bien m fois i, où tout ça c'est m. Alors, je vous ai donné ces deux exercices à la suite. Pourquoi? Parce que dans le premier, on a prouvé que l'inductance propre d'une bobine ou d'un circuit est toujours positive. Là, vous voyez que l'inductance mutuelle peut très bien être négative. Et d'où est-ce qu'il vient ce moins? Il vient du choix que j'ai fait ici pour orienter le courant à l'intérieur de la bobine. Et c'est ce choix-là qui induit cette inductance négative. Alors pour aujourd'hui, il nous reste encore deux petits exercices à faire. Alors dans le premier, l'exercice 11, on va voir que, en fait, malheureusement, je vous ai menti. Oui, encore une fois, je vous ai menti, en fait, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'informations à l'époque, mais je vous ai menti en vous disant que les inductances, ça se comportait bien gentiment comme des résistances, c'est-à-dire que ça se sommait en série. En fait, on va voir que ça ne se somme pas vraiment en série. Alors, il est vrai qu'on peut les sommer en série à condition que les deux inductances en question soient très éloignées les unes des autres et donc n'interagissent pas par induction l'une avec l'autre, mais si elles sont proches, ce qu'on peut faire facilement essayer de reproduire en TP, si elles sont proches, on va avoir des soucis. Bon, donc l'idée est la suivante, vous mettez deux inductances, hop, comme ça, donc avec par exemple un courant I1 qui va être dans ce sens-là, et vous mettez à côté une deuxième inductance, hop, avec un courant I2 qui va avoir tendance à être comme ça. Donc I1 sort par là et I2 sort par là. Alors dans un premier temps, on peut considérer ces inductances comme indépendantes l'une de l'autre. Et si on a donc un C1D1 et un C2D2 qui sont les deux bornes correspondantes, vous voyez que comme le courant il passe par là, votre système il va être équivalent à un E induit dans l'inductance 1, et puis le deuxième va être équivalent à un E induit dans l'inductance 2, où le E induit 1 va s'écrire, il y aura une composante due à l'inductance propre, donc moins L1 dI1 sur dt, mais aussi une composante qui est due à l'inductance mutuelle entre les deux, et qui dépend de I2, moins dI2 sur dt.
Et de la même manière, E2, il y a une composante propre moins L2 dI2 sur dt, et une composante mutuelle qui est la même, puisque ça c'est le théorème de Neumann concernant les inductances mutuelles, mais qui fait intervenir dI1 sur dt. Bon, donc on va avoir un comportement, comme on a vu avec le transformateur, couplage des circuits, etc., même sans contact électrique. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de mettre ce contact électrique. Si je suppose que je mets comme ça le contact et qui va donc imposer que I1 est égal à I2. Donc ça rentre, ça sort, et puis c'est le même courant. Et quand je regarde mon système global, va être équivalent, donc le K1, quand I1 est égal à I2, vous allez avoir un système global où la force électromotrice globale qui va agir là-dessus, donc on va noter I, ce courant global, va être dans ce sens-là, et vous voyez que ça fait intervenir du LdI sur dt, du MdI sur dt, et à chaque fois ça va gentiment se sommer, c'est-à-dire que cette tension-là, donc je vais la mettre dans l'autre sens pour pouvoir me ramener à ma convention récepteur habituelle pour les inductances, et vous voyez que le mettre dans l'autre sens, ça va m'enlever tous les moins. Je vais avoir ici une tension qui va être en L1 dI sur dt, plus M dI sur dt, plus L2 dI sur dt, plus M dI sur dt. Je vous rappelle qu'à la fois I1 et I2 sont égaux à I, c'est la même chose, et je peux tous les mettre ensemble, et vous voyez que je vais avoir du L1 plus L2, donc les deux inductances semblent se sommer, mais je vais aussi avoir deux fois l'inductance mutuelle en facteur de ce dI sur dt. Donc le fait de mettre deux inductances l'une à côté de l'autre donne, si M est positif, une inductance globale plus grande que s'ils étaient à l'inverse. Et là, M sera effectivement positif puisqu'on a mis les vecteurs surface vers la gauche dans la même direction que les champs magnétiques qui sont créés. Donc les produits scalaires seront bien positifs et on a dans cette situation une inductance globale qui va être positive. Donc ça, c'est le premier cas, le cas vert, où on a I1 égale I2 égale I, et on a donc l'inductance globale de mon système, c'est L1 plus L2, certes, mais plus 2 fois le L. Alors, si maintenant on va non pas boucler de D à C, mais de D à D, donc c'est le deuxième cas, là vous voyez que j'ai I1, certes, mais I1 c'est moins I2, puisque I2 il va dans l'autre sens. Donc le cas 2, le cas rouge, c'est I1 égale moins I2, mais je note I c'est I1, et donc en fait I2 c'est moins I. Donc quand je remets les systèmes les uns avec les autres, je me retrouve cette fois-ci avec E1, il est toujours dans ce sens-là, puisque je continue à le prendre là, et maintenant j'ai pris ça à l'envers. Donc finalement, E2, je pars de cette borne pour aller à celle-là, donc E2, il doit être pris dans ce sens-là. Bon. Donc si je regarde cette tension-là, finalement, c'est E2 moins E1, la tension qui est gentiment en convention récepteur. Et ce E2 moins E1, donc E2 moins E1, alors, E2, c'est L2 dI2 sur dt, plus M dI1 sur dt, et je soustrais E1. Alors non, comme E2 il y a un moins, pardon, E2 il est négatif, donc c'est moins la reste. Quand je soustrais E1, c'est là où j'ai des plus qui arrivent. J'ai du L1 dI1 sur dt, plus M dI2 sur dt. Sauf que là, je vais remplacer I2 par moins I, celui-là. Donc,
Quand le moins par moins, ça me fait un plus, donc je vais avoir du plus L2. Le I1, par contre, c'est plus I, donc le moins il reste, donc moins M, en facteur de dI sur dt. Là, j'ai encore un terme en dI sur dt, donc avec plus L1. Et I2, c'est moins I, donc je vais avoir du moins M dI sur dt, donc du moins M, le tout facteur de dI sur dt. Et donc, la relation, la tension en convention récepteur aux bornes de la superbobine qui est l'addition, enfin la juxtaposition de ces deux-là, ça va être du L1 plus L2 moins 2M facteur de dI sur dt. Ce qui explique que dans l'énoncé, on vous dit que la composition rouge, la composition verte, pardon, on a un L expérimental de, allez hop, on va dire 30 millihenry. Et en vert, on a un L en rouge, pardon. Donc là, la verte, on avait 30 millihenry quand ils étaient dans le bon sens. Et en rouge, ils ont mesuré du 18 millihenry. Bon, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que j'obtiens... Alors, on va mettre on va mettre un petit plus pour celui-là, pour dire qu'ils étaient en série dans le bon sens, et un petit moins dans l'autre sens. Comment est-ce que j'obtiens les valeurs de L1 et de L2? Alors déjà, dans l'énoncé, ils vous disent que c'est 2 fois la même bobine, donc c'est 2 fois le L d'une bobine. Ce truc-là est là aussi. Donc je me retrouve avec L plus qui vaut 2 fois L plus M, et ce L- qui vaut 2 fois L moins M. Donc si je fais la somme de L plus et de L-, vous voyez que les M vont se simplifier, et donc je vais avoir L plus L- qui est égal à 4L. Donc 30 plus 18, ça fait 48, donc L c'est 48 divisé par 4, c'est donc 12 millihenry. Donc j'ai un L de 12 millihenry en vrai. Et si je fais la différence, L plus moins L-, les L se simplifient, mais les M s'additionnent. Donc L plus moins L-, c'est égal à 4M. Et donc M, c'est cette différence, donc 30 moins 18, ça fait 12. 12 divisé par 4, donc ça fait du 3 millihenry. Vous savez bien que quand on les met gentiment en série, j'ai 12 plus 12, c'est-à-dire 24 millihenry, plus 2 fois 3, 600 plus, donc bien 30 millihenry au total. Alors que si je les mets dans le mauvais sens, j'ai 12 plus 12, donc 24, moins 6, c'est 24 moins 6. Ça vous donne bien les 18 millihenry qui étaient signalés ici. Donc, faites attention quand vous mettez des bobines en série. Si les deux bobines sont suffisamment proches pour pouvoir interagir en termes de flux magnétique l'une avec l'autre, le résultat ne sera pas forcément celui que vous attendez. Alors, on en arrive au dernier exercice. Donc, ce dernier exercice va faire intervenir de l'électricité principalement, et puis ça va nous permettre de vérifier, donc l'exercice 14, ça va nous permettre de vérifier un petit peu les histoires de conventions qu'on a pu prendre jusqu'à présent. Donc c'est toujours des histoires de bobines qui interagissent l'une avec l'autre. Là par contre c'est sans contact électrique, contrairement à ce qu'on vient de faire où on a pris deux bobines dans le même circuit et on a regardé les courants correspondants. Donc on a un système sans contact électrique avec un couplage M entre les deux, un courant I1 qui va par là, un courant I2 qui va par là. On définit U1 dans ce sens-là, U2 dans ce sens-là, la charge Q1 qui est ici et la charge Q2 qui est là. Donc, l'énoncé vous dit, toutes les bobines ont même valeur, tous les condensateurs ont même valeur, comme ça on ne se casse pas la tête avec ces choses-là. On pourrait s'amuser avec du C1, du L1, etc. et faire la distribution, mais on prend toutes les mêmes valeurs. Et on vous dit que Q1 et Q1 sont les charges du condensateur à l'instant T, qu'il faut donner les équations qui les relient aux intensités qui figurent sur les schémas. Alors là, deux choses.
Soit vous vous dites, oh, les charges, j'ai pas l'habitude de les manipuler. Je sais une chose, c'est la fameuse équation un peu QQ qui dit que Q c'est égal à CU. Alors à condition que vous ayez que cette tension là pointe sur l'endroit où vous avez la charge. Donc il y a quand même cette condition-là, donc là j'ai bien cette relation-là qui est bonne pour Q1 et pour Q2. Et puis vous vous dites, bah voilà, mon condensateur, je connais la loi du condensateur qui relie le courant et la tension. I égale CdU sur dt. Pas se tromper de sens. Mais attention, ça c'est quand vous êtes en convention récepteur. Question, est-on en convention récepteur? Ah bah non, on n'est pas en convention récepteur. Vous voyez que I1 et U1 pointent dans la même direction, donc en fait, il y a un moins. Et donc vous allez avoir que I1 c'est moins CdU1 sur dt, et puis comme on a fait une symétrie de l'autre côté, I2 c'est moins CdU2 sur dt. Vous voyez que ce C, je peux le rentrer dans la dérivée, ça me fait CU1 qui est Q1, donc c'est moins dQ1 sur dt, et ça vous donne moins dQ2 sur dt. Donc il y a fort à parier que ceux qui ont fait l'exercice jusqu'au bout, il y en a une bonne partie d'entre vous qui se sont trouvés avec des équations d'oscillateur harmonique avec un oméga 0 carré négatif, donc explosif. Et effectivement, ça pose souci. Vraisemblablement, c'est une histoire de cinéma. C'est vraisemblablement cette histoire de cinéma. Donc ça, c'est la première manière de le voir. La deuxième, c'est de se dire, ah bah, normalement, le courant, c'est la dérivée de la charge. I égale dQ sur dt. C'est comme ça que le prof l'a introduit dans son premier cours. Il dit oui, mais quand même, il a dit une chose, il faut que le courant apporte les charges. Là, Q correspond à la charge qui est stockée sur cette armature-là. Et I égale dQ sur dt à condition que le courant soit en train d'aller vers cet endroit-là. Et que le dQ soit bien positif. Là, ce que vous avez, c'est que le courant part. Donc, si la charge, si le courant I est positif, ça veut dire que la charge Q diminue, donc dQ sur dt est négatif. Et donc, il faut avoir du moins dQ sur dt. Donc, en fait, on retrouve la même expression, soit en repassant par diverses choses qu'on savait, soit en réfléchissant sur qui est-ce qui apporte effectivement les charges à votre système. Mais en tout cas, ça vous donne la réponse à la première question. I1, c'est moins dQ1 sur dt, et I2, c'est moins dQ2 sur dt. À partir du moment où on a ça, c'est relativement facile à continuer, puisque on peut dire que votre bobine ici, par exemple, va être équivalent à un système inductif où il y a à la fois ces moins des phi propres sur dt, moins des phi mutuels sur dt. Donc le phi propre c'est L1 des I1 sur dt. Et le flux mutuel, c'est MI2, donc c'est moins M des I2 sur dt. Et vous avez l'équation qui dit que U1 plus E1 est égal à 0. C'est loi des mailles. U1 plus E1 est égal à 0. Et que ce U1, c'est en fait, grâce à cette expression-là, Q1 sur C. Donc j'ai Q1 sur C plus le truc en négatif, donc moins LDI1 sur dt, moins MDI2 sur dt, qui va être égal à 0. Et de la même manière, je vous laisse vérifier que c'est exactement symétrique de l'autre côté, il suffit d'échanger les 1 et les 2, c'est moins LDI2 sur dt, moins MDI1 sur dt qui est égal à 0. Là, j'ai une équation avec 4 inconnus qui sont les deux charges et les deux courants. J'utilise cette relation-là pour remplacer chacun des courants par moins la dérivée d'une charge. Moins par moins, ça fait plus. Donc, on se retrouve avec Q1 sur C plus L dérivée seconde de Q1 par rapport au temps plus M dérivée seconde de Q2 par rapport au temps.
qui est égal à 0. Et j'ai Q2 sur C qui est plus L dérivée seconde de Q2 par rapport au temps, plus M dérivée seconde de Q1 par rapport au temps, qui est égal à 0. Donc ces deux équations différentielles, qui sont des systèmes couplés, et alors on peut simplifier un tout petit peu, faire apparaître D2Q1 sur dt2 plus, alors je vais diviser par L plus M, ou par, on va faire ça comment? On va diviser par L seulement, on va diviser par L, donc ça me fait plus 1 sur LC Q1, qui va être égal à moins, parce qu'on le fait passer de l'autre côté, M sur L. Donc si je divise par M par L, ça fait introduire justement le cas dont l'énoncé que l'énoncé pose. Alors on va l'écrire explicitement, M sur L D2Q2 sur DT 2. Et la même chose avec Q2 sur LC Q2 qui est égal à moins M sur L D2Q1 sur DT2. Donc là, on reconnaît l'équation d'oscillateur harmonique. C'est justement ces équations-là que vous n'auriez pas eues si vous êtes trompé au niveau du signe à cet endroit-là. Donc, typiquement, hein, ça c'est un exercice d'oral, on vous le donne comme ça. Et puis, quand l'élève arrive ici, et puis on dit, ah bah tiens, est-ce que ce serait pas un petit peu embêtant d'avoir un tel terme si jamais Q2 il était nul, par exemple, ou si M était nul, s'il n'y avait pas de circuit couplé. Et oui, alors selon comment répond l'élève, et puis on l'oriente vers l'erreur d'ici, et puis il suffit de tout corriger sur le tableau, puisque le tableau n'aura pas été effacé, et puis il pourra corriger ces signes, et quand même obtenir et s'adapter à ce qui va se passer. Bon, alors, je vais utiliser le truc en petit point-point, parce qu'il n'y a plus de courant ici, ça sera plus facile pour écrire les équations. Vous voyez que ces équations-là s'écrivent de manière relativement sympathique et relativement symétrique, l'une par rapport à l'autre. Et voilà. Donc ça, c'est mon système d'équations différentielles. Maintenant, alors, on pose, on vous oriente, hein, vu la symétrie, on a une équation 1, une équation 2. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe si je regarde 1 plus 2? 1 plus 2, j'ai Q1 point point plus Q2 point point, ça fait Q1 plus Q2 point point, plus oméga 0 carré facteur de Q1 plus Q2, qui est égal à moins K facteur de Q1 plus Q2 point point. Bon, donc je peux le remettre du même côté, vous voyez que Q1 plus Q2, c'est justement la variable S qu'ils introduisent, donc ça me fait S point point facteur de 1 plus K, plus oméga 0 carré S égale 0, donc une équation de type oscillateur harmonique pour S. Attention, il faut quand même diviser par ça, mais vous voyez que S de t, il va s'écrire sous la forme A cosinus, alors si je regarde ce que introduit l'énoncé, ça va être comme ça, A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, avec un oméga qui vaut oméga 0 sur racine de 1 plus k, puisque là ça se sommet bien dans le bon sens. Et si je fais 1, alors ils introduisent Q1 moins Q2, donc il faut faire effectivement 1 moins 2. Q1, vous voyez que j'obtiens la différence, la dérivée seconde de la différence, plus oméga 0 carré, la différence aussi, et là je me retrouve avec moins, qui est égal à moins k, facteur de Q2 point point moins Q1 point point, donc l'opposé de la différence, dérivée deux fois, donc c'est égal à k des points point. Si je le remets de l'autre côté, vous voyez que je me retrouve avec du 1 moins k des points point, plus oméga 0 carré d égale 0, et ça la solution, le d de t, il s'écrit A' cosinus oméga'
t plus b' sinus oméga prime t avec oméga prime qui est celui que l'énoncé indique, qui vaut oméga 0 sur racine de 1 moins q. Bon, on n'a pas encore fini, parce que maintenant il faut résoudre ces équations différentielles avec les conditions initiales. Alors les conditions initiales, c'est quoi? Donc, ça c'est la question 4. La condition, ça nous permettra de réviser un petit peu des cours de début d'année, notamment ce qui va concerner les battements. Donc la condition dit que Q1 de 0 c'est égal à grand Q, Q2 de 0 c'est égal à 0, puisqu'on vous disait que C1 était chargé d'une charge grand Q alors que C2 était déchargé. Les intensités sont nulles, I1 de 0 égale 0, I2 de 0 est égal à 0, ce qui veut dire en gros que les dérivés des charges sont nuls, c'est l'opposé de ce truc-là, et moins 0, ça fait quand même 0. Donc si je regarde maintenant S de 0, bah, c'est Q1 de 0 plus Q2 de 0, donc c'est Q. Et S point de 0, c'est Q1 point de 0 plus Q2 point de 0, ça fait 0 plus 0, enfin moins 0 plus moins 0, ça fait toujours 0. Et la différence, comme c'est Q1 moins Q2, bah, ça fait toujours Q, et des points de 0, il vaut aussi 0. Bon, alors vous vous doutez que les solutions vont se ressembler. Si la dérivée est nulle initialement, la dérivée de ce truc-là, ça fait un sinus et un cosinus. Il n'y a que ce terme-là qui va rester, donc le b sera égal à 0. Et puis vous voyez tout de suite que si je prends S de t qui vaut Q cosinus oméga t et D de t qui vaut Q cosinus oméga prime t, ça vérifie bien que la valeur initiale est nulle et la dérivée qui va être en sinus va être égale à 0. Bon, alors ça me permet d'obtenir S et D. Pour avoir Q1 et Q2, bah, vous pouvez remarquer que Q1, comme il apparaît dans S et dans D avec un plus et que Q2 avec un moins, si je fais S plus D, je me retrouve avec 2Q1, donc il faut que je le divise par 2. Donc je me retrouve avec Q sur 2, facteur de cos oméga t, plus cos oméga prime t. Alors qu'au contraire, Q2, c'est S moins D, de sorte que les Q1 simplifient, mais les Q2 s'additionnent, divisé par 2. Donc c'est Q sur 2, cosinus oméga t, moins cosinus oméga prime t. Donc on a des expressions explicites pour Q1 et pour Q2. Allez, dernière question. On suppose K très inférieur à 1. K très inférieur à 1, c'est équivalent à dire que M est très inférieur à L. Donc on est dans ce qu'on appelle le couplage faible. Donc on est en couplage faible, et au niveau de ce couplage faible, on voudrait voir comment est-ce que nos fonctions peuvent s'exprimer. Ben, si j'ai un couplage faible, ça veut dire que oméga, qui est oméga 0 sur racine de 1 plus k, racine de 1 plus k, c'est 1 plus k à la puissance moins 1,5, donc c'est à peu près oméga 0 facteur de 1 moins k sur 2. Je fais un développement limité au premier ordre de 1 sur racine de 1 plus k avec k. Si je regarde oméga prime, c'est par définition oméga 0 sur racine de 1 moins k, donc c'est à peu près oméga 0 facteur de 1 plus moins 1,5 fois moins k, donc plus k sur 2. Donc en fait, les deux pulsations sont très proches l'une de l'autre, sont très proches de oméga 0. Il y en a une qui est légèrement supérieure, il y a l'autre qui est légèrement inférieure. Qu'est-ce qui se passe quand on somme deux cosinus qui sont très légèrement différents? Bah, vous avez simplement des battements. Et c'est ça qu'on va retrouver. Hein. Je vous rappelle que cosinus A plus cosinus B, c'est 2 fois cosinus de A plus B sur 2 fois cosinus de A moins B, pas K, sur 2.
Donc, si on le met ensemble, ça nous donne un Q1 qui va être à peu près, donc les deux vont se simplifier, ça va être Q, facteur de cosinus de la somme des deux. Vous voyez que quand je fais la somme des deux, je me retrouve avec du 2 oméga 0 fois t, parce qu'il y a le t qui se balade là, je divise par 2, donc cosinus oméga 0 t, et multiplié par cosinus de la demi-différence. Alors la demi-différence, quand je fais la différence des deux, ça me fait alors le moins, on s'en fiche du signe puisque c'est dans un cosinus, donc ça me fait du k sur 2 plus k sur 2, donc k, le tout divisé par 2, donc je vais avoir du k oméga 0 qui est en facteur t sur 2. Et Q2, lui, par contre, fait intervenir une différence de cosinus, et vous avez que cette fois-ci la formule, alors il faudra que je réfléchisse un tout petit peu, mais cos A plus B moins cos, cos A moins cos B, ça doit être du 2 sinus de A plus B sur 2, facteur de sinus de A moins B sur 2. Alors vérifions voir. Si B est égal à 0, je dois trouver du cos A. Est-ce que ça trouve du cos A? Si B est égal à 0, je dois avoir du cos A moins 1 et j'ai du sinus carré A, 2 sinus carré A, 1 plus 2 sinus carré A, ça va être plus grand que 1 cette affaire, donc il doit y avoir un moins qui se balade, ou alors ça va être du B moins A. Ah là là, c'est compliqué ça. Alors, bon, on va le retrouver. A, c'est A plus B sur 2 plus A moins B sur 2. Et cos A, en tant que cos de la somme de ce truc-là, c'est cosinus de A plus B sur 2, moins sinus, cosinus A plus B sur 2 fois cosinus de A moins B sur 2, moins sinus A plus B sur 2, sinus A moins B sur 2, ok, ça marche. Et donc il y a un moins qui apparaît ici, avec lui c'est le contraire parce qu'il va y avoir un moins, donc il va y avoir un plus. Comme je fais la différence, les moins restent, et donc il y a bien un moins qui apparaît là. Bon, bref. On obtient donc, puisque finalement j'ai la même chose, du moins, le 2 va simplifier avec celui-là, Q, cosinus, sinus oméga 0t, sinus K oméga 0t sur 2, et la dernière chose par contre qu'il va falloir vérifier, parce que là pour le coup j'avais pas fait attention tout à l'heure, c'était un cosinus, mais là quand je fais A moins B, je vais avoir une différence, je vais avoir le moins, et donc finalement ça me fera un plus quand même, et j'obtiens ça. Et ça c'est caractéristique de quoi? C'est caractéristique de battement, puisque vous avez un signal qui oscille globalement à oméga 0t, à oméga 0 de pulsation, ça c'était le truc normal, et puis dont l'amplitude est modulée par celui-ci. Vous voyez que l'autre, donc si je regarde Q1 en fonction du temps, je vais avoir des oscillations rapides avec des modulations d'amplitude, hop, et puis ça me remonte, et puis ça redescend, etc. Et si je regarde le Q2, au contraire, ça va monter, ça va être un maximum en amplitude ici, puis ça va redescendre, et puis ça va remonter, etc. Donc on aura des transferts de charge par induction d'un circuit à un autre, étant donné que le deuxième circuit, il ne sait pas quoi en faire de l'énergie qu'il vient de recevoir, mais il le rebalance au premier, etc. Et donc vous avez un système là, comme on a supposé qu'il n'y a pas de perte, où ça ne s'atténue jamais.